Les intervenants de la seconde table ronde s'installent. Ils se sont coordonnés entre eux pour voir un peu dans quel ordre ils allaient pouvoir... voilà. Mais on verra très vite que c'est dans une continuité de la première table ronde. Et puisque là, on va parler des filières, un mot qui doit être précisé évidemment. Et quoi de mieux pour préciser ce qu'est une filière qu'un de ses représentants départementaux, en l'occurrence François Duval, qui va pouvoir nous faire un peu un point sur eh bien, l'état, enfin c'est pas l'état, mais le diagnostic de ce qui se passe un peu dans les filières du bâtiment, à la fois dans le département et au niveau du Cotentin. Il sera suivi de Barbara Tesserin, architecte conseil à la ville de Cherbourg en Cotentin, qui nous fera un point sur un peu les enjeux en matière de réhabilitation, notamment dans les années à venir, sur tout le territoire et dans le Cotentin en particulier. Et ensuite, l'ordre, je crois que ce sera Catherine d'abord, Catherine Biel, pour la Maison de l'Emploi et de la Formation, présidente de la Maison de l'Emploi et de la Formation et maire d'Épieux, qui expliquera un peu comment la Maison de l'Emploi et de la Formation appréhende ces sujets de besoins en emploi dans le bâtiment et comment les jeunes, on peut leur mettre le pied à l'étrier sur des métiers qui sont passionnants mais parfois méconnus. Et puis ensuite, on terminera par Pierre de Monteclerc. C'est la belle histoire entre European Homes. Non, j'exagère, mais en tout cas, il représente European Homes. C'est avec Presqu'île Habitat, puisque je vois Gilbert qui est dans la salle, qui ont mené des opérations de programme de logement sur Cherbourg. Des opérations qui se passent bien. Donc, il nous expliquera comment il a fait, comment ils ont fait. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. François Duval, donc je suis président de la Fédération du bâtiment de la Manche. Bon, comme mon prédécesseur, je ne suis pas un féru de l'animation de la table ronde. On va essayer de faire pour le mieux. Soyez indulgents avec nous. On n'a pas eu beaucoup de temps de préparation. Moi, je vais juste pour ceux qui connaissent un peu moins, je vais vous parler juste un petit peu de la Fédération du bâtiment. Donc au niveau national, est réparti sur tout le territoire, c'est 900 collaborateurs. Et on accompagne environ 50 000 entreprises. Et les 2 tiers de nos adhérents sont des tailles artisanales. C'est quand même un point qu'il faut souligner. Donc notre rôle, c'est de défendre les intérêts de nos entreprises. On a un enjeu politique en défendant des sujets très importants pour l'activité de nos propres entreprises, à savoir, comme on en a parlé tout à l'heure, le rétablissement du prêt à taux zéro, qui est quand même un des enjeux pour pouvoir construire demain et pour que les ménages puissent investir, surtout aujourd'hui, je dirais encore plus qu'hier, dans la mesure où on a quand même des taux d'intérêt à l'emprunt qui ont quand même fortement augmenté, comme vous le savez tous. Il y a aussi un sujet qui est important, c'est la loi ZAN, parce que c'est vrai qu'arrêter de construire sur des terrains agricoles, on est tous d'accord, mais il y a quand même une résolution qu'il faut adopter, c'est qu'il faut quand même construire du logement. C'est un besoin qui est quand même un peu important sur l'ensemble du territoire, et d'autant plus comme sur le territoire de la Manche, où on est confronté la loi littorale, qui déjà exclut pas mal de constructions, et plus cette loi ZAN qui nous interdit de nous étendre sur des territoires agricoles, mais néanmoins, avec tous les besoins, et on en a parlé tout à l'heure, des besoins industriels, c'est quand même il y a une question vraiment à se poser. Donc je pense qu'il faut que nos politiques raisonnent vraiment territoire par territoire, suivant les enjeux de chaque territoire, et non pas prendre une façon générale de dire on arrête de construire sur l'ensemble des terres agricoles. Donc notre rôle, comme je vous l'ai dit, c'est de conseiller, d'apporter du soutien à nos entreprises, parce que nos entreprises aujourd'hui, comme vous le savez, on traverse une crise qui est quand même importante depuis 1 an et demi, un peu moins vrai sur notre territoire de la Manche, mais qui est vraiment une véritable réalité sur l'ensemble du territoire de la France. Donc on apporte un soutien juridique, RH, social à nos entreprises, qui est important pour nos entreprises. Nous avons aussi un rôle de promotion des métiers, donc on reverra aussi avec la MEF tout à l'heure. C'est primordial, parce que la promotion de nos métiers, c'est faire venir les jeunes dans nos professions, parce que si on veut construire demain, il faut qu'on ait des jeunes aujourd'hui et les former. Ça me paraît tout à fait important.
Juste pour vous donner un peu une ordre d'idée de nombre de salariés qui travaillent chez nous, on a à peu près 80 000 salariés au niveau de la Normandie et environ 13 000 salariés sur le territoire de la Manche. C'est un chiffre qui est à peu près stable. En revanche, on constate déjà depuis un an une baisse de l'intérim, le recours à l'intérim qui a baissé d'environ 5%. Donc au niveau de notre fédération, on est 350 entreprises adhérentes qui représentent à peu près 6 000 salariés. Et 60% de nos adhérents sont quand même des entreprises de moins de 10. Donc le potentiel humain n'est pas si énorme que ça. Il faut quand même le savoir. La situation du bâtiment, donc d'une façon un peu plus générale, je vais juste rappeler un peu d'où on vient et qu'est-ce qu'on a traversé au niveau de nos entreprises. On a quand même connu le post-Covid, donc après je passe le Covid parce que tout le monde se rappelle bien comment c'était, mais suite au post-Covid, il y a eu un élan, une montée en puissance des demandes de travaux qui a été très importante, qu'on a su assumer. On a d'ailleurs créé à l'époque plus de 150 000 emplois, je crois, au niveau de la France. Le logement, comme disait monsieur Arrivé tout à l'heure, le logement, c'est quasiment le souci numéro un d'un ménage français. Et donc, suite au Covid, tout le monde a pris conscience que du bien-être qu'on devait avoir chez soi, dans un local confiné, les terrasses extérieures, enfin, c'était un sujet très, très important. Donc, on a eu une demande très forte. Cette demande très forte s'est accompagnée par une augmentation également très forte des matériaux. Et donc, on a eu une envolée des prix au niveau de la matériaux, l'énergie qui a été multipliée quasiment par 10. Donc voilà, nos salariés, le SMIC a augmenté d'une façon continue pendant presque un an. On a dû avoir 8 ou 10 augmentations successives, ce qui fait que la progression a suivi l'inflation. Et donc nos salariés ont aussi augmenté toute la grille salariale de 8% à peu près en 18 mois. Donc quand vous additionnez les augmentations de salaire, les augmentations de matériaux, les prêts qui sont passés de 1%, on va dire, à 4,5%, eh ben, on s'étonne que le bâtiment s'arrête. Ben non, on n'est pas surpris. Donc au niveau de la fédération, ça fait à peu près 2 ans à peu près qu'on alerte les pouvoirs publics. On n'a pas été entendu. Aujourd'hui, on est quasiment devant le mur. On estimait on estimait perdre environ 150 000 emplois. Au dernier chiffre, on aurait perdu 100 000 emplois dans la filière bâtiment. Un petit peu moins que ce qu'on estimait. Mais si on ne fait rien, c'est encore à peu près 100 000 qui vont être détériorés en 2 ans. Comme on l'a dit tout à l'heure, le bâtiment, c'est un paquebot. C'est un paquebot. C'est-à-dire que là, si vous interrogez les entreprises, on est encore avec des carnets de commandes qui sont corrects à quelques mois. Et donc, demain, le fait que ça s'arrête, un permis de construire, ça met à peu près, Jeanne-Telle pourrait le confirmer, mais c'est entre 2 et 3 ans pour sortir un projet. Entre le moment, le premier coup de crayon et le premier coup de pioche, comme on dit, il va se passer à peu près 3 ans. Donc c'est énorme. Donc là, l'arrêt des permis, on a perdu à peu près 20%, de 20 à 25% par an de mise en chantier. Ça veut dire que là, on est en train de descendre dans le creux de la vague et qu'on n'a pas encore touché le fond. Mais si on ne fait rien, on ne va même pas remonter tout de suite. Donc il faudra encore à peu près 2 ans ou 3 ans pour remonter la pente. C'est important parce que le problème, c'est que quand vous avez cassé une dynamique, eh ben demain, pour les projets qu'on a entendus précédemment, où on parle des échéances à 5, 10, 15, 20, 30 ans, les entreprises, il faut qu'elles vivent, c'est du concret, c'est tout de suite. Alors on peut réfléchir sur la ville de demain, ça c'est très bien, mais il faut aussi penser à nos entreprises d'aujourd'hui. Et les entreprises d'aujourd'hui, elles souffrent. Elles souffrent par multiples raisons, par un manque d'activité. Alors aujourd'hui, un peu moins touché chez nous que sur d'autres territoires en France, mais on est touché quand même. Le pavillon qui a été le premier touché, je vais vous donner 2 chiffres. En 2021, on construisait 140 000 logements, à peu près, qui était une très bonne année. En 2023, on a construit 58 000 logements, une chute de 60%. Donc j'imaginais bien que celui qui était spécialisé dans le pavillon, c'est difficile pour lui de survivre. Alors demain, on va nous demander, on a plein de projets, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vos entreprises sont prêtes pour venir?
Bah oui, mais il ne faut pas casser la dynamique, parce que le problème, c'est que les entreprises vont disparaître, elles vont disparaître. Et donc, le temps de reformer une entreprise, reformer des salariés, ça demande du temps. Donc, c'est un point important. Les ventes de logements en Normandie sont baissées d'environ 50%. C'est quand même une chute qui est quand même importante. Donc, on parle des besoins de logement de demain, mais aujourd'hui, on est confronté à une baisse très, très importante. On l'a dit tout à l'heure, bon, c'est vrai que les mesures gouvernementales ont tout fait pour casser le bâtiment. On a éloigné le bailleur privé quasiment un peu partout, à part sur certaines zones où, comme à Cherbourg, on a encore le Pinel dans la zone B1 pour les investisseurs privés, ce qui est une bonne chose, mais il va s'arrêter à la fin de l'année. Ça, c'est une réalité. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir l'année prochaine? Quiz. Donc ça veut dire que les entreprises n'ont aucune visibilité et c'est difficile de pouvoir grandir à ce niveau-là. On n'a jamais aussi peu construit depuis 20 ans. Donc c'est quand même une donnée très très importante. Dans la Manche, sur 12 mois, on a dû perdre à peu près 8% de construction de logements. Bon, ça reste encore assez raisonnable. C'est par rapport à d'autres endroits. On a construit 1700 logements à peu près. Le non résidentiel, il faut en parler aussi un tout petit peu. Donc c'est tout ce qui concerne autre que le logement. C'est quand même une baisse de 22%. Donc c'est quand même important. Cette baisse, on aurait pu penser que la rénovation énergétique, la rénovation des bâtiments pourrait porter cette baisse. Bah, en fait, il n'en est rien. Elle a compensé en partie. Mais on a perdu, on stagne, c'est-à-dire qu'on rénove, mais faiblement par rapport à ce qu'on pourrait rénover. Bon, le constat, il est simple, hein, on change de réglementation, d'aide pour la rénovation énergétique tous les 6 mois. Donc aujourd'hui, on est en panne, quasiment depuis le début de l'année, et là, il ne se passe quasiment plus rien. Donc encore une fois, il y a des entreprises qui étaient hyper spécialisées dans la rénovation énergétique, qui ont vu leur carnet de commandes fondre de 50-60%. Et donc, c'est encore des entreprises qui sont fragilisées. Ils vont perdre des salariés qui ont été formés. Et ça, c'est dramatique pour demain. Et vous imaginez bien que la machine ne reprend pas en claquant des doigts. Donc ça, c'est une chose très importante. 2 mots des permis de construire, parce que bon, nous, on est après le permis. Nous, tout ce qui est fait avant, ça, c'est pas dans notre rôle. Les entreprises sont là pour construire. Mais le permis de construire, pour discuter avec des promoteurs, et monsieur pourra nous en dire plus longuement, c'est long. C'est quand même très long. Et donc, aussi bien pour la constitution du permis, on a quand même pas mal de documents administratifs à fournir. Et s'ensuit après, même quand on a fait le maximum au niveau des projets pour l'adapter au mieux, et même dans la concertation, on a toujours des recours. Et le système administratif français fait que les recours sont entendus et qu'on allonge les délais, et encore les délais, et encore les délais. Donc, résultat des courses, on a un permis de construire qui met 2 ans, 3 ans vraiment à aboutir jusqu'à la construction. Pendant ce temps-là, ça ne donne pas de travail aux entreprises. Et ça, on casse cette dynamique qu'on avait créée précédemment. Donc, c'est souvent des recours très abusifs qui font bloquer les instances au niveau des tribunaux, font que c'est long. C'est long. Donc, et ceux qui font les recours savent très bien que c'est long. Et donc, ça reporte le projet. Au risque de... Moi, j'ai connu des projets à Cherbourg qui ont été attaqués. Le promoteur a gagné au tribunal et il a été réattaqué. Et à un moment donné, le promoteur, il a dit « Ciao, je laisse tomber ». C'était un immeuble en plein centre-ville de Cherbourg. Et ça, c'est quand même dommage parce que c'est déjà des logements en moins. C'est des entreprises qui n'ont pas pu travailler. Et c'est quand même malheureusement la réalité. Juste un petit mot sur les conséquences de cette baisse d'activité. C'est quand même une augmentation sensible des défaillances d'entreprises. On a une augmentation de 50%. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup, 50%, mais c'est parce qu'on était quand même sur un chiffre qui était relativement bas. Et donc, mais il faut savoir qu'on revient à peu près au niveau avant crise Covid. On revient à peu près 2019.
Donc c'est quand même important. Dans la Manche, on n'y échappe pas, c'est plus 69% quand même d'entreprises qui disparaissent, ce qui représente à peu près 146 salariés, ce qui est quand même déjà, c'est quand même pas inodin. Quoi dire d'autre sur nos métiers? Nous, on est là pour accompagner les projets de ville. Et vous savez qu'on est dans une nouvelle dynamique de construire mieux, de construire durable, de construire avec des nouveaux matériaux. On se doit de former nos salariés. Ils sont prêts à être formés. On a des filières pour ça. On a quand même nos CFA, le CFA de Coutances, à peu près 650 apprentis. Mais on a une difficulté, c'est recruter des jeunes. C'est-à-dire que les entreprises sont très partantes d'avoir des apprentis, mais faut-il encore avoir du vivier. Donc on a notre rôle aussi de faire découvrir les métiers du bâtiment, donner des envies aux jeunes collégiens de venir dans nos branches. Surtout qu'on est un peu en dénatalité. Et donc, je pense que les jeunes, plus que jamais, on aura besoin de les capter. Donc, les entreprises et la fédération, nous allons dans les collèges, on fait des portes ouvertes dans nos entreprises, sur nos chantiers pour donner envie à nos jeunes de nous rejoindre. Et ça, c'est une chose très importante parce qu'on pourra faire de très très beaux discours, de très belles vues. S'il n'y a personne pour réaliser les travaux que vous avez envisagés, ça se passera mal. Et néanmoins, on a besoin également de logements indirectement, puisque nous aussi, on n'est pas des entreprises comme Orano, Naval Group, où, au passage, il n'y a pas que les plombiers qui partent chez Orano, il y a aussi des... Il y a également... Voilà. Ah oui, la nappe qui est partie. Qu'est-ce que je disais Oui, on a aussi, nous, des salariés qui partent, qui quittent le bâtiment pour aller sur des industriels. l'Empower, il y en a qui sont partis. Il y a Naval Group pour Arnaud. Et donc, nous aussi, ça nous déstructure. Et nous aussi, on a besoin de faire venir des nouvelles compétences. Et le premier truc qu'on nous demande, au-delà de l'attrait du territoire, moi je suis d'accord avec Benoît, on n'a pas à rougir sur notre territoire, parce que je pense que c'est un très beau territoire, mais il est un peu en pointe, excentré, et donc il faut faire venir les jeunes. Une fois qu'ils sont là, on peut les capter. On a beaucoup d'attrait au niveau par rapport à la mer, et je pense que ça peut capter beaucoup de jeunes. Mais faut-il encore les loger? Dans un premier temps, c'est ce qu'on disait, peut-être il faut qu'ils trouvent des logements, des petits logements en location, et après, s'ils se plaisent dans la région, forcément, naturellement, ils iront sur un besoin d'acquérir un logement. Donc voilà, sur le volet formation, comme on a dit au début, Cherbourg, c'est un territoire où on a 5% de chômeurs. Donc autant dire qu'il y a peu de profils disponibles. Alors on reparlera peut-être, mais on innove en permanence. On essaie de trouver des jeunes qui sont des jeunes et moins jeunes, qui sont éloignés de l'emploi, qui sont sortis du système scolaire. On est en train de monter une nouvelle disposition, les geeks du bâtiment. Presqu'île Habitat va être partenaire avec nous, avec la MEF, on est tous l'OPCO, la FEDE. Job PTP, qui est des spécialistes de mise à disposition de main-d'œuvre en apportant des contrats de professionnalisation et qui mettent à disposition des entreprises. C'est un bon relais entre les gens qui sont au bord de la route et pour revenir dans nos entreprises et apporter une formation en parallèle. Donc voilà, on fait des actions. Le geek, en 2 mots, c'est même pas que les jeunes aillent dans une école, parce qu'il y en a certains, ils veulent même pas aller dans une école. C'est leur donner envie d'apprendre un métier dans un local qui va être mis à disposition par un office HLM, parce qu'on l'a sur plusieurs territoires, et leur apprendre des métiers du second œuvre, parce qu'on va apprendre l'électricité, la plomberie, l'isolation, quelques métiers qui peuvent se faire sur un petit local. Et donc, c'est donner envie de venir travailler, et puis après, faire le rapprochement avec les entreprises
pour leur proposer des contrats de professionnalisation pour qu'ils puissent monter en compétences. Si on veut tenir nos enjeux de demain, et on va parler de l'architecture de demain, de la rénovation, on a besoin de former nos salariés. On est prêt à agir, on est prêt à former, on le fait en permanence. Nos entreprises accueillent, moi je vois au niveau de mon entreprise, je dois avoir actuellement 12 contrats entre apprentis, insertion, tous les niveaux. C'est vraiment l'alternance, bac pro, BTS, licence. Les entreprises sont prêtes, des apprentis. Et donc, on connaît l'enjeu et nous, on est prêts à le relever. Voilà, donc je vais arrêter de parler un peu parce que je ne vais pas monopoliser la parole. On va parler un petit peu, Madame va vous expliquer un petit peu la vision de l'urbanisme. On reviendra un peu entre deux sur la formation pour pouvoir répondre aux envies des architectes parce que faut bien vous dire une chose, c'est que dans la constitution d'un projet, il y a d'abord les volontés politiques, ça c'est la base, c'est les volontés politiques. Après, il y a la faisabilité où les architectes viennent dire, voilà, on va faire des nouveaux procédés. Et nous, les entreprises derrière, on doit se tenir informés de ce qui va arriver, former notre personnel et pour répondre aux enjeux de demain. Bonjour, donc moi c'est Barbara Tesserin, je suis architecte conseil de la ville de Cherbourg en Cotentin. Effectivement, je voulais ajouter quelques mots par rapport aux enjeux économiques et de ressources humaines aussi qui ont été évoqués, qui se conjuguent aussi avec des enjeux de changement de paradigme que nous connaissons ces dernières années et qui s'accélèrent plus récemment, avec notamment le ZAN qui est en train d'être mis en œuvre, qui va rendre le foncier de plus en plus rare en limitant l'étalement urbain. La question aussi du bilan carbone des opérations qui sera de plus en plus pris en compte. Quand on sait aujourd'hui que détruire et reconstruire des logements, ça produit 80 fois plus de déchets que de réhabiliter. Voilà, la prise en compte de ces objectifs environnementaux vont nécessiter aussi de reconsidérer la logique de démolition, reconstruction, qui est aujourd'hui vraiment favorisée. Et un troisième point, c'est évidemment les modes de vie aussi qui changent, avec des familles qui évoluent, qui ont de moins en moins d'enfants, qui a priori en auront aussi de moins en moins, et qui souhaitent vivre à proximité des services, des équipements, je crois que ça a été évoqué sur la table ronde avant, mais effectivement qui souhaitent se déplacer autrement, consommer autrement, et qui sont assez tentés d'habiter dans ces centres-villes où le foncier est de plus en plus rare et qui ne trouvent pas aujourd'hui de logements qui répondent à leurs attentes et qui puissent aussi être compétitifs par rapport aux logements neufs qui sont aujourd'hui plus qualitatifs que dans le cadre de logements existants. Donc ces constats, ils m'amènent aussi à penser aujourd'hui qu'une grosse part des opérations dans les prochaines décennies vont être effectivement dans la réhabilitation, qui va nécessiter aussi un travail beaucoup plus fin au cas par cas, ou alors dans des sites de plus en plus complexes, comme on le voit déjà aujourd'hui dans le cadre de l'atelier public d'urbanisme sur les projets qui nous sont présentés, et notamment à Cherbourg avec des sites qui ont des dénivelés assez forts, sur des parcellaires avec des formes qui sont peu propices finalement aussi au modèle de production actuel. Donc tous ces points-là vont nécessiter aussi de renouveler la construction de la ville, de re-questionner l'échelle de fabrication de la ville et d'adapter aussi, de les adapter à ces enjeux finalement qu'on a soulevés. Donc les filières qui existent aujourd'hui, elles fonctionnent dans le neuf et elles fonctionnent aussi dans un modèle d'urbanisme générique qui se traduit aussi par des formes architecturales très standardisées. Et donc l'enjeu, c'est aujourd'hui de se dire comment on peut se saisir de la réhabilitation pour en faire une vraie opportunité pour repenser des filières qui puissent aussi s'articuler autour de cette problématique-là. Puisque l'idée, c'est quand même de ne pas se retrouver aussi bloqué dans quelques années, à se dire qu'on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas les entreprises pour pouvoir mener ces chantiers globaux. Alors l'objectif de la charte qu'on a pu développer au sein de l'atelier public d'urbanisme à la ville de Cherbourg, c'était aussi d'avoir une politique volontariste qui puisse accompagner ce changement de paradigme. C'est avant tout un outil méthodologique pour accompagner ces transitions,
Mais bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Parce que ça ne se décide pas qu'à l'échelle locale. Voilà, et donc il y a aussi des choses qui sont nécessaires à mettre en place à l'échelle nationale. Alors, selon moi, il y a différents leviers. Il y a bien sûr de faire évoluer les modes constructifs, puisque comme on l'a dit tout à l'heure précédemment, aujourd'hui, les modes constructifs, ils sont axés essentiellement sur la construction neuve, avec un modèle qui est très industrialisé, alors que dans la réhabilitation ou même sur du foncier complexe, on va être sur une mise en œuvre de couture, on va être sur des projets avec des solutions à trouver presque au cas par cas. Donc comment on arrive aussi à construire un nouveau modèle technique et économique autour de ces enjeux-là. Ça passe aussi par une recontextualisation, c'est-à-dire une territorialisation, puisque dans la réhabilitation, on est confronté à des constructions donc plus anciennes avec des matériaux spécifiques à chaque région. Donc comment on arrive à finalement se reterritorialiser sur la question effectivement des matériaux, mais aussi des savoir-faire qu'on évoquait tout à l'heure. Comment on arrive à structurer les entreprises autour de ces savoir-faire, puisque on en a à Cherbourg, mais c'est vrai que c'est des petites entreprises souvent. Donc comment on arrive à les solidariser pour vraiment constituer une filière. Il y a un levier aussi qui est bien évidemment le levier fiscal qui a été évoqué tout à l'heure. Avec notamment, les aides aujourd'hui, elles sont tournées uniquement, même presque essentiellement, vers la rénovation énergétique. Mais la réhabilitation, c'est plus complexe qu'une simple rénovation. Donc comment on arrive à favoriser cette réhabilitation, notamment avec des TVA qui pourraient être beaucoup plus contrastés entre le neuf et l'ancien, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de politique qui favorise vraiment la réhabilitation. Je pensais au cas dans les projets en rue où on arrive à proposer une TVA à 5,5 sur des quartiers qui ont des enjeux forts de réhabilitation. Pourquoi pas proposer des périmètres sur des quartiers qui ont des enjeux forts de réhabilitation en dehors des périmètres en rue avec des TVA qui soient aussi plus basses. Et enfin, dernier point, il y a bien évidemment la question de la méthodologie. Et je pense que là aussi, les assistants à maîtrise d'ouvrage, les maîtrises d'ouvrage, les maîtres d'œuvre ont aussi à faire évoluer leurs pratiques, puisque la réhabilitation ou même un travail sur du foncier complexe en neuf, ça nécessite d'avoir une agilité, une adaptabilité dans la méthode aussi de travail et de conception et d'accompagnement des maîtrises d'ouvrage. Et d'avoir aussi une vision globale et plus réfléchir uniquement par à-coup, c'est-à-dire de faire des petits travaux de rénovation, mais qui sont aussi poussés par le modèle économique des subventions que propose l'État. Donc c'est une logique globale qui est à repenser. Merci. J'ajouterais aussi, c'est évident que c'est tout le problème, on a besoin de temps long. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des choses qu'on décide aujourd'hui et puis demain on le fait. Non, il faut commencer à comprendre ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que la notion de filière est importante entre les concepteurs et ceux qui vont réaliser les travaux pour permettre aux entreprises de former leur personnel, mais sur du long terme. Vous savez que les entreprises sont aussi, on est qualifiés, donc on a des qualifs Qualibat, RGE, rénovation énergétique, etc. C'est des qualifications qui sont tous les ans, tous les 2 ans. On doit amener des preuves de chantier qu'on a réalisé, des photos, montrer qu'on a des salariés formés, etc. Vous imaginez bien que pour une entreprise, c'est de l'investissement, vraiment du concret. Et on a besoin si on investit sur une formation sur des salariés, c'est pour le faire travailler pendant 5-10 ans. Or, aujourd'hui, les modèles sont souvent remis en cause tous les 6 mois, 1 an, 2 ans. Et le problème, c'est que pour les entreprises, il y en a qui ont investi, qui ont dépensé, ça coûte assez cher de former et de payer les qualifications. Et pour ne pas avoir de travaux, si jamais on n'a pas de travaux, on ne peut plus être qualifié demain. Donc c'est quand même important d'avoir une continuité une progression dans les besoins. On parle de nouveaux matériaux, des matériaux décarbonés, on parle de matériaux durables, mais souvent, c'est des matériaux qui doivent subir des ATEX, des avis du CSTB. C'est pour que on a une garantie décennale au bout du compte. Donc, nos assurances demandent que les matériaux qu'on va mettre en œuvre
et bien les certifications attendues. Or, une certification, ça met des fois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça peut être très long. Et donc, c'est pour ça que le bâtiment, c'est un grand paquebot et on ne l'arrête pas. Si on l'arrête, il va continuer, mais pour le faire repartir, ça va être compliqué. Donc, toutes les nouvelles, c'est pour ça que la notion de filière et de travailler ensemble, de concevoir et que les entreprises apportent leur expertise vis-à-vis des concepteurs, des élus. Je pense que c'est important parce que c'est une continuité de notre profession et on en a besoin. Et on a besoin de vivre aussi, on a besoin de créer des logements, de créer des biens communaux. On a évoqué les salles de sport. Tous les biens publics sont construits et donc c'est important pour nos entreprises. Et donc sur la partie formation, on constitue des filières de formation classique, mais aussi d'insertion. Donc je vais laisser Madame Biel vous parler un peu plus de justement le côté insertion et formation de nos compagnons. Merci. Oui, donc Catherine Biel, présidente de la MEF, maire d'Épieux. Effectivement, la MEF se trouve confrontée à une double problématique, c'est-à-dire qu'on est coincé entre l'État et les besoins du territoire. Vous l'avez évoqué, et on le sait tous maintenant qu'on a un territoire sous tension avec moins de 5% de chômeurs et des chômeurs très éloignés de l'emploi. On voit que dans les forums et dans toutes les formations qui se font, c'est plus de 75% de gens qui veulent se changer de profession. Ce ne sont pas des créations pures et dures avec des jeunes qui s'impliquent, et ça, j'y reviendrai. Mais le problème qu'on a évoqué essentiellement et nous, on a pris en main, c'est-à-dire qu'on a été confronté à des demandes urgentes d'entreprises qui voulaient chercher du personnel, évidemment, dans tous les domaines du bâtiment, et le temps que ça demande de réagir et de formation, d'autant plus qu'on l'a évoqué aussi, avec toutes ces normes qui nous tombent les unes sur les autres, qui évoluent, et que malgré tout, l'État nous demande, notamment au niveau énergétique et de rénovation, d'avoir des chiffres énormes qui sont à venir. C'est-à-dire que dans le Cotentin, on a environ 100 000 logements qui sont dont 22 000 sont en catégorie G ou F. Et l'État va nous demander dans les prochaines années de passer, de tripler, voire de multiplier par 100 le nombre de rénovations qu'on devra faire. Actuellement, sur le Cotentin, on fait une vingtaine de rénovations BBC par an. L'agglomération du Cotentin s'est donné pour objectif d'arriver à 200 par an. Sauf qu'il faut réaliser au niveau de l'État 1200 rénovations d'ici... 2700 rénovations d'ici les prochaines années, soit multiplié par 100, ce que j'évoquais. Donc derrière, c'est un changement énorme d'échelle entre marier l'existant et le futur. C'est très compliqué au niveau du personnel parce que la base, évidemment, c'est l'humain, c'est la formation et ce sont les personnels qu'on doit remettre. La MEF s'est engagée au niveau national avec tout un collectif de publics et de professionnels pour à la fois relever ce niveau quantitatif et qualitatif. C'est une démarche avec plus de 400 professionnels au niveau national. Au niveau local, et pour revenir au niveau national, on est 3 territoires qui sont en étude et qui servent un petit peu d'exemple. C'est le Cambrésis, Aix-Marseille et le Cotentin. Et donc, on doit proposer dans les prochaines années, on a déjà commencé évidemment, à la fois avoir un diagnostic sur notre territoire et il ne suffit pas d'avoir un diagnostic, d'avoir des propositions qui vont suivre et qui soient concrètes. Donc, comme je l'ai expliqué, on s'est entouré évidemment de professionnels. On travaille notamment, comme l'a évoqué M. Duval, avec les centres de formation, avec les écoles, avec les professionnels du bâtiment. Et sur le Cotentin, on est une quarantaine de participants. On manque de main-d'œuvre, effectivement, et en plus, on a évoqué dans la table ronde précédente, c'est qu'on est un territoire où beaucoup de grosses donneurs d'ordre sont là, et on va dire, on siphonnait un petit peu tous les métiers qui se retrouvaient dans des petites entreprises avec des moyens moindres au niveau RH et au niveau possibilité de promotion ou de motiver les salariés. Et c'est vrai que ce tirage vers, enfin, comment on peut dire, oui,
ce déplacement de professionnels a été un petit peu aussi préjudiciable au bâtiment. On l'a bien senti. On ne peut pas faire face à des demandes de grosses entreprises qui proposent tout de suite de mettre sur la table des salaires qui sont, même si, et le bâtiment évidemment a évolué depuis de nombreuses années et qui payent bien, malgré tout, voilà, malgré tout, quand il y a une grosse entreprise, on l'a évoqué, Orano ou autre, qui met sur la table que moi je veux pas, oui, et qui forme sur place, effectivement, ça a été un problème. La MEF avait, à la fin du grand chantier d'EPR, avait mis en place l'EDEC, qui a travaillé pendant 10 ans pour justement présager de l'arrêt du grand chantier et de retourner vers d'autres formations. Ça a très bien marché. On a permis ce recyclage, entre guillemets, de formation sur plus de 2000 salariés. Ça a été très fort. Pour revenir à ce qui nous concerne là, en possibilité d'élaborer des actions, il y a eu 3 axes stratégiques. Le soutien au marché de la performance qui doit s'appliquer avec un soutien fort aux propriétaires, ça c'est le premier point. Et on l'a vu entre l'État qui un coup dit on aide à la rénovation énergétique et puis qui revient sur les montants, donc ça évidemment ça bouge beaucoup. Le deuxième axe stratégique, c'était favoriser le recrutement dans ce secteur, et le troisième, c'est développer la formation. 3 actions concrètes ont été mises dans le Cotentin et qui doivent se concrétiser dans les prochaines années, même très rapidement pour l'année prochaine, on l'espère. Monsieur Duval l'a évoqué, c'est le geek du bâtiment. Donc ça, avec la MEF, la Fédération du bâtiment, ainsi que au niveau des quartiers prioritaires, pour avoir l'insertion de ces publics fragiles, ce sont eux qui sont éloignés de l'emploi, et dans des métiers, comme vous l'avez évoqué, de rénovation sur le deuxième niveau, pour réhabiliter des appartements et pour permettre, en ayant justement ce sort de local au plus près des travaux, que les jeunes se rendent compte qu'est-ce que c'est qu'un travail du bâtiment, qu'est-ce que c'est que l'isolation, et peut-être donner envie auprès de ces publics qui ne vont pas faire la démarche d'aller peut-être dans une école de formation. Le deuxième projet, ça concerne les ouvriers en éco-construction, et là également avec la ville de Cherbourg, les 7 vents, le Greta, etc., pour la réhabilitation des bâtiments, avec la mise à disposition d'un bâtiment pour lui-même, et d'avoir une formation certifiante éco-construction, avec évidemment tout ce qui est filière bas carbone, chanvre, enfin tous les produits, on l'a évoqué, qui sont nouveaux et qui existent sur le territoire. Le chanvre, on le sait que dans la Normandie, il est vraiment là à notre portée. Donc ce sont des nouvelles objectifs et qui doivent permettre aussi aux professionnels de s'approprier ces nouveaux produits. Parce que ça demande aussi une formation très spécifique, c'est très pointu. On ne change pas d'une construction, je dirais, traditionnelle du jour au lendemain pour redevenir à des choses et constructions. Et ça, l'État nous le demande, encore une fois. Le troisième projet, c'est la formation intégrée au travail, en s'appuyant sur les grands donneurs d'ordre, le développement, etc., avec des formations pareilles sur place. On amène une sorte de baraque de chantier, et à l'intérieur de cette baraque, on forme avec des thématiques précises sur l'étanchéité, l'isolation, pareil, pour amener sur le terrain, avec des clauses communes, des formations qui permettent à la fois de travailler avec les professionnels du bâtiment et les personnes qu'on peut trouver sur le terrain. Voilà, on a des grosses demandes. On sait qu'on est sous tension à tous les niveaux, mais on essaye ensemble de s'adapter au mieux. La MEF a toujours été, depuis 30 ans, à s'adapter au plus près des demandes du territoire. Mais là, on est vraiment avec des objectifs très forts que l'État nous demande de passer à des bâtiments à basse consommation, et qu'il faut trouver et former le personnel, évidemment. Merci Madame Biel. Bon ben voilà, donc la formation, c'est vraiment le cœur de notre métier. Je dirais qu'un chef d'entreprise pense à l'immédiat, mais il pense au futur. Et le futur, c'est avoir des professionnels qui peuvent s'adapter aux nouveaux défis. Je crois que c'est que tous ensemble qu'on arrivera à vraiment promouvoir. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'il y ait une panne, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de panne dans la construction, parce que ça serait dramatique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on doit aussi, nous, entreprises, montrer de l'attractivité dans nos métiers. Hein. Donc, c'est pour ça que les filières sont importantes. Il faut attirer des jeunes vers nos métiers du bâtiment.
il faut pour la construction durable, ça amène aussi des valeurs pour les jeunes qui sont assez préoccupés par l'environnement, et il faut leur donner un sens à nos métiers. Et je pense que le développement durable, l'emploi de nouveaux matériaux décarbonés, montrer que le bâtiment peut construire et ne plus polluer, et être consommateur d'énergie, je pense que pour beaucoup de jeunes, ça peut être une valeur importante et une valeur qui peut les attirer dans nos métiers. Donc, mais il y a toujours ce côté parallèle entre l'exemplaire et le coût financier de nos bâtiments, parce que ça, c'est comme tout, même donneur public, tout le monde, c'est toujours le problème du budget. Et les ménages, on sait bien que la vie est quand même assez chère, assez élevée, et donc la part du logement a une part très très importante. Et donc il faut toujours construire mieux, mais toujours moins cher. Et des fois, le paradoxe, c'est pas toujours vrai, quoi. Si on veut construire bien, il ne faut pas forcément faire n'importe quoi. Donc là, je vais laisser la parole à Monsieur de Montclerc qui lui a trouvé de bonnes astuces, le compromis entre le pavillon individuel et le semi-collectif, mais pas vraiment collectif, de façon à pouvoir bénéficier de taux intéressants et de prêts taux zéro, répondre au Pinel. Enfin, je veux dire, c'est un exemple un petit peu qu'il faudrait suivre. Il faut aussi, on a des partenaires, des promoteurs, mais les promoteurs, ils marchent que si ils vendent leurs produits. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler, et je pense qu'au niveau des élus, vous avez vraiment une démarche à suivre du bailleur privé. Mais alors, le bailleur privé qui va venir investir pour se faire un capital pour lui, pour sa retraite, mais qui va participer justement aux besoins de logement. On sait bien que les offices... les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. Il faut aussi que le privé puisse prendre le relais. Et donc, je pense qu'il faudrait, puisque là, on arrive en fin de Pinel, en fin de vie, après X réglementation, il faudrait arriver une fois pour toutes à trouver un statut du bailleur privé, mais à long terme, de façon à inciter les gens à venir investir dans nos métiers, qui vont participer aux besoins de logement qui sont sur notre territoire, qui vont être criants dans les années à venir, mais un peu sur tout le territoire. Donc je laisse la parole à Monsieur Montclerc qui va nous éclairer sur sa façon de voir les choses. Merci, Monsieur Duval. Oui, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez du temps pour faire accoucher une opération de 3 ans entre le permis de construire et le début des travaux. Évidemment, au-delà du permis de construire, il y a la phase de commercialisation qui doit être menée et qui doit être réussie, puisque ce sont des enjeux financiers importants. Pour ce qui nous concerne, European Homes, nous avons développé du logement principalement destiné à l'accession à la propriété, ce qui trouvait du sens à Cherbourg, puisque quand on est arrivé il y a 3 ans, il n'y avait pas l'agglomération n'était pas encore en zone B1, donc il n'y avait que le marché de l'accession à la propriété qui était ouvert. Et un logement, enfin un accès à la propriété porte son dévolu sur un bien qui répond à un bon compromis entre le prix, l'emplacement et le produit. Partons du principe que nos acquéreurs ont tous le désir d'habiter une maison individuelle. Nous avons développé une catégorie de logements dont la promesse est de pouvoir offrir un logement type individuel, donc conçu comme une maison, mais conçu dans un gabarit de petits bâtiments de 4, 6, 8 unités de logement qui permettent d'avoir, d'une part, d'être vertueux d'ailleurs en termes d'aménagement par rapport à la ville dense que l'on souhaite aujourd'hui, bien plus que sur la maison individuelle, et surtout de pouvoir offrir des logements individualisés, donc répondant à des attentes de la clientèle. Le choix de le loger dans des bâtiments de petite taille, c'est aussi la volonté de pouvoir avoir des opportunités de co-construction proches de la maison individuelle et non du collectif, justement pour pouvoir offrir des prix de vente qui sont cohérents avec le budget des ménages. Surtout avec, comme vous en parliez tout à l'heure, l'évolution des taux qui a été très significative, mais on a aussi le renforcement des normes de construction énergétique, etc.
qui ont sérieusement impacté le budget des ménages. Voilà. Donc effectivement, notre parti pris, finalement, c'est de développer cette typologie de logement qui rencontre un franc succès. Donc sur l'agglomération de Cherbourg, on a vendu un peu moins de 100 logements là, sur ces 3 dernières années, sur des chantiers qui sont en cours ou en cours de démarrage. Voilà, donc en fait, et des programmes qui sont vendus quasiment à 100% au démarrage du chantier, ce qui est assez rare aujourd'hui. Voilà. Ceci étant, après, il faut les construire. Effectivement. Et sur le secteur de Cherbourg, alors nous n'avons European Homes, malgré que nous opérons depuis 50 ans sur l'ensemble du territoire, on n'était jamais venu jusqu'à Cherbourg. Donc nous sommes partis d'une page blanche. En termes de mise en place de la consultation des entreprises, on a été effectivement assez surpris de la charge de travail dont l'ensemble des entreprises du bâtiment pouvaient se prévaloir et donc quelque part se marquer moins d'intérêt que ce que l'on peut trouver dans d'autres régions. Nous avons aussi découvert une catégorie d'entreprises assez inhabituelle, ça veut dire soit des entreprises très artisanales, voire auto-entrepreneurs, soit des entreprises PME structurées, des belles PME, et les entreprises, on va dire, de taille intermédiaire que l'on peut trouver habituellement, propres à réaliser des ouvrages comme nous le faisons, de gabarit, on va dire, de maisons individuelles groupées, n'existent pas. Globalement, c'est à peu près le constat que l'on peut y faire. Ça nous amène aujourd'hui, par exemple, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas un secret, mais c'est quasi peine perdue de trouver un plombier qui veuille bien faire, qui soit capable de faire une opération de logement aujourd'hui à Cherbourg, et c'est effectivement une difficulté que nous compensons aujourd'hui par le fait de solliciter des partenaires, par exemple de Caen, mais il est toujours un petit peu dommage de voir que on n'a pas pu trouver 100% de nos entreprises partenaires sur le secteur local. D'autant plus que nous avons plusieurs opérations et que notre rythme commercial nous amène à pouvoir nous inscrire dans la durée sur l'agglomération de Cherbourg. Voilà. En termes par rapport à ce que vous disiez sur les notions de formation, etc., c'est que... Je veux juste dire que vous avez peut-être trouvé les entreprises, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un niveau de prix qui est un peu bas pour nos entreprises. C'est toujours trop bas pour les entreprises. Oui, c'est toujours trop bas, parce que nous aussi, il faut qu'on vive. Toujours trop cher pour les acquéreurs. Vous savez, moi, ça fait déjà un petit moment que je suis sur le territoire, et j'ai connu bon nombre d'entreprises qui ont travaillé pour les offices, qui ont travaillé pour des promoteurs privés, avec des prix qui, nous, entreprises un peu plus structurées, puisque nous, on est une entreprise de plus de 100 personnes, qui nous semblaient très très bas, mais bon, apparemment, les entreprises arrivaient à vivre en travaillant pour eux. Moi, je constate quand même que depuis une dizaine d'années, il y a au moins 3 ou 4 entreprises qui étaient de taille moyenne, qui étaient de taille 15-20 salariés, elles ont toutes disparu. Donc, à faire des prix bas pour toutes les entreprises, il y a des fois, il y a la réalité économique qui rattrape les chefs d'entreprise. Et bon, voilà. Donc, ça explique aussi peut-être moins de monde. Faut dire aussi que le Nord-Cotentin, on n'a pas non plus construit énormément. Donc, automatiquement, les entreprises se sont vouées sur d'autres marchés et sont même parties à l'extérieur. Moi, je connais des entreprises du département. Ils travaillent essentiellement sur le Calvados ou en Bretagne, mais très peu dans le territoire du Nord-Cotentin. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on dit on a besoin de logements, il va falloir trouver des entreprises. Les entreprises soit n'existent plus, ou elles sont de toute petite taille, ou trop gros, mais avec des prix qui ne rentrent plus dans vos budgets. Et c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut de l'activité en continu, avec de la vision, pour que des entreprises puissent se former, se grossir un peu en termes d'emploi. Et puis on lutte en permanence du manque de main-d'œuvre. Et donc l'impossibilité à une entreprise de prendre plus de marché. Et c'est une réalité. Et à un moment donné, quand vous trouvez personne pour venir travailler, c'est pas la peine de prendre des marchés que vous n'allez pas pouvoir réaliser. Donc c'est vraiment une problématique. Et faire venir des gens, on revient toujours au même, il faut du logement, mais pour le construire. Bon, voilà. Donc c'est les serpents qui se mordent la queue un petit peu. Et mais c'est quand même une réalité, quoi. Et puis, juste pour finir, on parle des prix, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu que dans le Nord-Cotentin, vous êtes cher.
Nous, on paye le béton un peu plus cher. La main-d'œuvre avec les grands chantiers, mine de rien, ça a fait monter les enchères. Parce que, comme on disait tout à l'heure, on se fait prendre du personnel sur des grands groupes industriels. Automatiquement, les entreprises veulent garder quand même leurs salariés. Et donc, on augmente nos prix, mais à un moment donné, ça se traduit sur nos prix de vente. Et donc, le Nord-Cotentin a quand même connu l'EPR, Flamanville 1, 2, 3, Naval Group, Orano, qui a dynamisé tout le territoire. Mais tout ça, on a fait monter des coûts de main-d'œuvre et automatiquement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu plus cher. Et puis, on parle des matériaux. Les matériaux, pour venir à Cherbourg, les transporteurs, ils viennent à Cherbourg, mais ils repartaient à vide. Donc le fait, vous payez les matériaux plus chers. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'à un moment donné, quand vous arrivez de la France, d'autres territoires, vous dites, quand même, comment ça se fait? Il n'y a pas d'entreprise et ils sont chers. Voilà. Mais vous voyez, il y a une explication. C'est pour ça qu'il faut du long terme. Il est sûr que le stop and go dans l'activité, ça ne marche pas. Enfin, il faut que... Voilà. Ceci étant... il faut quand même malgré tout recroiser des prix de production qui restent raisonnables parce que le budget des ménages, de toute façon, n'est pas extensible. Et là, on parle d'opérations qui se sont commercialisées, mais on voit bien que c'est pas le cas. Enfin, le marché est quand même très en retrait, voire très à l'arrêt sur l'ensemble de la France, et la Normandie n'y fait pas défaut. Donc, quand ça marche, il faut pouvoir le réaliser. Et c'est vrai qu'on le voit un peu partout, mais pour moi, dans le bâtiment, enfin pour moi, c'est l'expérience qu'on a toujours eue, c'est que dans le bâtiment, il y avait quand même un parcours. Enfin, le salarié rentrait pour l'apprentissage, devenait compagnon, chef d'équipe, etc. Et souvent, essaimer et constituer créer sa propre entreprise. C'était des activités de création d'entreprise. C'est probablement à la peine, un peu partout, peut-être par manque de prise de, enfin, par éviter de prendre de risques, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on n'a pas ce renouvellement d'entreprises qui permettrait d'avoir justement ces entreprises de taille très intermédiaire, voilà, et qui permettent de... Il faut dire qu'aujourd'hui, les contraintes pour un chef d'entreprise sont telles que ça fait peur à beaucoup aussi. Il faut quand même être très structuré aujourd'hui pour pouvoir répondre au marché. Et donc, on demande beaucoup aux chefs d'entreprise et aux entreprises, ce qui fait que ça fait peur aussi à certains, ou alors ils restent tout petits, avec 2-3 salariés, pour minimiser au maximum les charges. Et c'est vrai que fut un temps, un carnet de commandes bien rempli, l'entrepreneur embauchait. Oui. Formé, mais nous, on embauche en permanence, ouais, mais on en perd aussi en permanence. Et donc, en permanence, on recrute. Là, je crois qu'on a dû... je voyais hier, on doit avoir recruté 15 ou 20 personnes. C'est un petit peu mieux. On retrouve, parce que comme il y a une baisse un petit peu partout, on commence à retrouver des CV. Il y a des gens quand même qui veulent venir. Mais on a été un temps, moi personnellement au niveau de l'entreprise, on n'a pas été sur des appels d'offres parce qu'on n'était pas en capacité à faire. Et ça, c'est quand même dommage, parce qu'un chef d'entreprise, il ne demande qu'à se développer. Donc, c'est pas notre but de rester derrière, quoi. Est-ce que... Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport, effectivement, la recherche aussi de typologie de logement qui puisse offrir une alternative à la maison individuelle et aussi au collectif, qui n'est pas toujours pertinent dans tous les quartiers de Cherbourg et sur tout le territoire. Je pense que ça peut être aussi une réponse, en tout cas, aux enjeux économiques et environnementaux, puisque la solution que vous proposez aujourd'hui, c'est une parmi d'autres solutions, mais qui offre aussi des logements qui sont plus compacts, avec une réflexion sur la densité, et qui sont plus performants aussi d'un point de vue énergétique. Donc je pense que c'est intéressant aussi de mener un travail de recherche sur les typologies de logements, ce que fait aussi la ville de Cherbourg dans le cadre de l'atelier public d'urbanisme. Pour prolonger un peu les échanges, il y avait donc à Valognes hier, j'étais avec Sébastien Fagnan, il l'a dit tout à l'heure, une journée consacrée à l'habitat également. Et il y avait un peu cet échange sur... Alors, il y avait une préface... la personne qui est venue, qui s'appelle Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui est un élu d'Île-de-France, il est
Et d'ailleurs, il doit être aussi dans la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Ils sont un triumvirate. Il y avait la sénatrice de Caen qui est présidente de la Fédération d'urbanisme. Et donc, ils évoquaient un peu cette situation. Mais c'est intéressant l'échange que vous avez, parce qu'il y avait un peu les mêmes éclairages selon lesquels, somme toute, les normes qui se sont ajoutées sont compliquées. Le zéro artificialisation nette est compliqué. Je ne partage pas tout à fait, moi, Enfin, je partage pas. Je trouve que c'est une explication dans laquelle on va chercher des facteurs qui sont extérieurs, ce que je peux comprendre. Hein. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, changer de modèle, ça implique un certain nombre d'évolutions qui sont sur le temps long. Vous l'avez dit, Monsieur Duval. Donc, je pense qu'il y a un risque quand même à ce que la victime expiatoire de la crise du logement, ça soit, par exemple, le zéro artificialisation nette ou la réglementation 2020 ou la réglementation 2025, qui de toute façon n'est pas comprise par le grand public. Donc c'est assez facile de dire que la réglementation 2025, c'est la plus grande tragédie qui se soit produite dans le... Non, mais j'exagère, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un paradoxe qu'on doit un petit peu travailler. Et bon, c'est pas tout de suite que je vais le travailler, mais par contre, par rapport à ce qu'a dit Monsieur de Monteclerc, je voudrais un tout petit peu le piquer, parce que, mais juste en guise parce que les élus que nous sommes, moi je préside la commission de l'urbanisme, évidemment on ira de nouveau voir le chantier d'European Homes et de Presqu'île sur Octeville, parce que vous l'avez dit, moi j'avais été séduit par rapport à ce que vous avez présenté. Vous allez le faire aussi sur Équerdreville, là c'est sur Octeville. Enfin, il y a vraiment effectivement, et on aimerait bien pouvoir le faire aussi en bail réel solidaire avec un bailleur social. Enfin, vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne bien, en tout cas en commercialisation et en conception. Et c'est vrai que la façon dont, enfin, ce qui va être construit et ce qui va sortir de terre, on va y être très attentif. Pourquoi je parlais de ce qu'il y avait hier ? On a eu un très bon échange avec Monsieur Dugouin-Clément. J'ai pas été trop piquant hier, mais la préface de Jean-Louis Borloo, elle m'interroge un peu, parce que c'est vrai que Jean-Louis Borloo est un acteur important des politiques de la ville des 20 dernières années. Mais il y a quand même un sujet, c'est quand même le sujet des maisons Borloo, par exemple. C'est-à-dire les maisons à 100 000 euros, ben, ça a été une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que les gens du Havre, moi j'ai vécu au Havre pendant 4 ans, dans le quartier des Neiges, ils s'en sortent pas, quoi. Et donc ils se sont retrouvés avec des maisons qui, sous couvert de tirer les prix, c'est pas ce que vous faites, hein, pas du tout, hein, mais d'avoir une maison où on disait on peut devenir propriétaire à 100 000 euros, ben, ça a été une catastrophe, quoi, parce que les matériaux, ça a été fait à la va comme je te pousse. C'est comme l'isolation à 1 euro. Hein. Bon, voilà. Hein, on a attiré plein de margoulins à des travailler. Margoulins, oui, c'est ce que j'allais dire. Je les appelle comme ça. Et ils sont arrivés, ils ont fait 2 coups et puis ils sont repartis. Bon. Et eux, ils n'ont même pas de qualif et rien. Enfin, ils ont juste le tampon sur la lettre. Donc je prends je prends cet exemple-là pour dire qu'effectivement, avec le recul, quand on est citoyen, quand on est élu, on est vigilant, quoi. Et très honnêtement, la manière dont on a travaillé avec European Homes en amont, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais c'est vrai que ces maisons dont on commence à parler et qui fonctionnent, comment vous faites finalement pour vous appuyer sur des entreprises dites-nous-en un peu plus quand même et rassurez-nous, et notamment le maire qui commence à froncer un peu les sourcils devant. Vous voulez que je vous en dise oui. Vous voulez que je précise quoi exemple parce que, comment vous allez faire ou comment vous faites puisque les chantiers sont... Comment on fait tout simplement. Alors il y a plusieurs déclinaisons. D'abord c'est avant tout la conception d'un produit. C'est-à-dire c'est un produit qui est maîtrisé à la conception, qui fait qu'il est optimal à la réalisation. Ça c'est le premier volet. Le deuxième c'est effectivement comme ce sont des produits maîtrisés, nous avons nos propres équipes de maîtrise d'œuvre interne qui s'occupent des chantiers. Qui sont donc formés et aguerris à la réalisation. Après, de toute façon, il faut effectivement faire appel à des entreprises. Encore une fois, ce sont des modes constructifs. On ne construit pas une maison individuelle ou une quasi-maison individuelle comme un immeuble. C'est pas du tout le même parti pris de réalisation. Voilà, donc en fait, c'est d'essayer de trouver des solutions qui restent simples de façon à pouvoir rester dans des coûts construction cohérents avec un budget de ménage d'accession à la propriété. J'avais une question sur
pour faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, sur essayer de regarder ce qui se fait ailleurs sur les techniques nouvelles, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on voit d'ailleurs dans d'autres territoires, hein. Je ne reviens pas sur les conteneurs maritimes, etc., mais on a vu que ça se développait. Il y a des quartiers entiers qui ont été faits comme ça. On était allé à Dijon avec Ralph et les services voir certains modes de procédés nouveaux. J'ai vu que la première maison imprimée avec des imprimantes 3D gigantesques va être faite à Lyon. Il y en a aussi à Nantes. Moi, je voulais aussi vous entendre là-dessus, parce que l'autre jour, j'envoyais à Gilbert une maison qui a été faite par un immeuble qui a été fait par Nexity, sans chauffage, sans ventilation, etc. C'était à Lyon, c'est ça, hein. Moi, je serais aussi intéressé. Là où je vous pose la question, parce que ça m'agace toujours quand je vois plein de trucs ailleurs et que ça ne se passe pas sur nos territoires, alors qu'on n'est pas plus bête que les autres. Donc, je voulais quand même vous interroger sur ces nouveaux procédés-là et avoir un peu votre vision. Est-ce que c'est pas aussi une façon de répondre à la problématique? Je prends un autre exemple. Tout ce qui est préfabriqué, par exemple. On vient de livrer des logements avec la marine, préfabriqués, 8 mois. Les gens sont... Moi, je connais des militaires qui vivent dedans, ils sont ravis. La crèche dont je parlais tout à l'heure, préfabriquée en usine, 7 mois de construction. La moitié moins qu'en classique. Je suis allé inaugurer la crèche. Les élus qui étaient là ont vu la qualité de ce qui est proposé, etc. Donc voilà, je vous pose plusieurs questions dans une, mais ça commence à venir un peu, mais on est en retard par rapport à d'autres territoires. Quelle est aussi votre vision par rapport à ça? Les constructions, on va dire, expérimentales que vous évoquiez, comme la maison 3, l'impression 3D, etc., aujourd'hui, je crois que ça reste encore dans un domaine plutôt expérimental. Et bon, ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, il y a différents modes constructifs qui se développent. La construction hors site, comme on peut avoir avec la préfabrication, notamment ossature bois, etc., aujourd'hui, elle est globalement au point. Elle reste quand même très onéreuse. J'allais dire à peu près d'environ 30% supplémentaire à une construction classique, ce qui donc ne le rend pas encore éligible, on va dire, à équivalence de construction plus simple. Même si on va peut-être aussi bénéficier, enfin tendre vers ce genre de construction, notamment par l'évolution constante de la réglementation, que, pour ma part, que je ne remets pas en question. C'est-à-dire qu'on fait avec ce qui nous est amené. Et c'est vrai que la RE 2020, le seuil 2025, voire au-delà du seuil 2025, va nous amener à utiliser d'autant plus la construction type bois. Donc à partir du moment où il faudra le faire, parce que c'est la règle de construction, ça nous amènera à le vulgariser d'autant plus. La construction ossature bois en particulier, c'est quelque chose sur lequel il y a quand même plusieurs promoteurs, plusieurs constructeurs de maisons individuelles qui ont investi déjà depuis plus de 20 ans. Eux-mêmes n'ont pas décollé par rapport à ces réalisations, voire même certains se sont mis en très nette difficulté. Il y a notamment une expérience sur un constructeur de maisons individuelles dans le secteur d'Orléans, qui était un constructeur national qui a plongé à cause de ça. Donc ça restera des solutions de construction à venir. Le fait qu'elles soient de construction très rapide, c'est un véritable atout, mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour compenser le surcoût. Et encore une fois, on en revient toujours au principe il faut qu'un acquéreur, qui est le client propre, il faut qu'un acquéreur puisse encore s'offrir ce logement. On voit bien, en termes l'accès dans la propriété a besoin d'un logement qui ne soit pas celui d'un investisseur. Plusieurs promoteurs ont pas mal contracté les logements pour réussir à proposer des prix à des logements dans des prix acceptables. Mais aujourd'hui, un accédant à la propriété n'achète pas un 2 pièces de moins de 40 mètres carrés, ni un 3 pièces de moins de 60 mètres carrés. Donc, on ne peut pas indéfiniment contracter la taille du logement pour essayer de compenser le surcoût éventuellement de production et de fabrication. Après, il y a d'autres solutions quand même d'aide à la construction hors site. On peut passer, enfin, tout ce qui est pré-mur, tout ce qui est pré-dalle, etc., qui sont peut-être plus propres à des réalisations de type collectif, qui permettent de mieux comment ça s'appelle, enfin, accepter ce mode constructif. C'est d'ailleurs un moyen d'accélérer les chantiers. Ouais, c'est déjà comme ça qu'on construit, hein, déjà. Oui, oui, déjà mais plutôt beaucoup de collectif. fabrication.
Mais c'est sûr que au fil du temps, par la pénurie de main-d'œuvre, c'est aussi une réponse, l'industrialisation, entre guillemets, de nos bâtiments. Il faut savoir que ce qui est souvent dommageable aussi pour la construction, c'est le fait qu'on fait quasiment tout le temps des prototypes. Et demander à un industriel de faire un prototype, vous allez voir le prix qu'il va faire. Il n'y a que le volume qui va faire baisser les prix. Et donc, bien souvent, même dans la construction d'un programme, on se retrouve avec X modèles. J'ai fait des lotissements, il y avait 15 pavillons, il y avait 10 modèles de pavillons. Et après, on dit, vous êtes cher. Mais le problème, le coût, c'est aussi un côté répétitif, tout en apportant une architecture qui correspond à ce qu'on veut aujourd'hui. Mais c'est sûr que ce côté-là est important. Et je pense, oui, faire des bâtiments en structure bois avec des panneaux qui vont arriver sur le chantier, on va monter ça en 2 mois. Le principal de l'activité va être faite en atelier. Déjà, c'est beaucoup plus facile pour gérer tout la décarbonation, etc. Je pense que ça sera une bonne chose, mais voilà, donc c'est toujours le coût, hein, le problème, et le coût, ça se réfléchit, il faut optimiser, et là on a un travail à faire avec la profession de l'architecture, parce que eux, en général, l'architecte, il va concevoir avec les réglementations qu'on va lui demander, il va construire une image. Et souvent, il a besoin d'être mis un petit peu dans le droit chemin par les entreprises pour leur dire, là, c'est la réalité économique, et dire, là, si on faisait de cette façon-là, on apporterait à peu près la même image et elle coûterait moins cher. Et au final, voilà. Donc c'est pour ça que la notion de filière est importante. Et la filière, on est tous partenaires nous les entreprises avec la formation, nous avec les architectes, avec vous, messieurs les élus qui élaborez vos programmes de construction. Je crois que c'est vraiment le partenariat qui doit être le chef de lance. Je vais pas rebondir sur la question de l'image, c'est un autre débat, mais je voulais juste rebondir sur la question du prix, avec la question justement des constructions en ossature bois. Nous, ce qu'on a pu constater sur les projets aussi qu'on rencontre dans le cadre de l'atelier public d'urbanisme, on a souvent des terrains, voilà, c'est un peu les terrains qui restent, hein, les terrains restants aujourd'hui sur les projets, avec des qualités de sol qui sont de très mauvaise qualité, donc qui génèrent des coûts de fondation très élevés. Et en fait, l'ossature bois peut être une solution pour diminuer, paradoxalement, le coût de la construction, puisque on est sur des constructions qui sont beaucoup plus légères, ce qui va permettre aussi de diminuer le coût des fondations, et tout en ayant une construction qui a un impact environnemental qui est moindre. Donc ça peut être aussi une alternative dans certains cas. Voilà. Je peux vous laisser conclure, Barbara, parce qu'on va aller manger. J'allais juste ajouter aussi qu'il faut, vous allez conclure, mais j'allais ajouter aussi qu'il faut penser aussi à la surélévation, parce que quand vous avez des terrains mauvais, vous avez un coût de fondation qui est important. Si vous faites des pieux, par exemple, si le terrain est vraiment mauvais, si vous mettez 2 niveaux de plus, ça coûtera, l'incidence financière sera très faible. Et donc, il faut penser surélever déjà les constructions neuves, mais aussi les bâtiments existants qu'on peut surélever justement avec les ossatures bois. Ça nous permet d'être léger et de reprendre 1 ou 2 niveaux. Ça, c'est important. Et il faut aussi que la réglementation dans les villes s'adapte à ces nouvelles demandes. Ça me paraît important. Je vous laisse conclure. Non, c'était bien comme conclusion. Non, mais juste pour conclure, peut-être que ce qu'on a évoqué sur les enjeux de la réhabilitation, de faire la ville sur la ville, avec notamment aussi les questions de surélévation du bâti existant, tout ça peut être aussi vu comme une opportunité de repenser la filière qui effectivement subit, alors peut-être moins sur le territoire de Cherbourg, mais en tout cas à l'échelle nationale, une crise actuellement, et ça peut être vraiment une opportunité de repenser ça. Ouais. Ça a été dit tout à l'heure par le DRH d'Orano, mais est-ce qu'on a aussi besoin de continuer à éduquer les habitants sur le fait... Je ne suis pas persuadé que tout le monde ait compris qu'on ne pourra pas faire demain ce qu'on a fait hier. La question du rêve, encore très français d'ailleurs, de la maison individuelle avec le grand terrain, la maison posée au milieu, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a eu un séminaire de rentrée à la ville et à l'agglomération.
Et je pense à celui de l'agglomération, on a fait venir des sociologues. Le rêve français, ma maison sur mon terrain avec mon chien et mon petit jardin, c'est encore très ancré. Je pense que dans le Cotentin, c'est peut-être encore plus ancré qu'ailleurs. Est-ce qu'on n'a pas un travail collectif à faire aussi sur la perception et la persuasion des gens? Parce que tout à l'heure, le DRH d'Orano nous disait, les gens, ils arrivent, ils prennent un petit logement, puis après, ils vont faire construire. Mais je le rappelle, les 25 000 nouveaux qui vont venir, ils n'auront pas tous leur maison individuelle dans le Cotentin. C'est pas possible, ça. Donc, est-ce qu'on n'a pas collectivement un vrai travail à faire pour, je dirais pas éduquer, mais expliquer aux gens que ce qu'on a connu par le passé, c'est plus possible, quoi. Juste par rapport à ta question, Benoît, la chambre neuve là, des jardins de l'Agora, est-ce que ça fonctionne bien la commercialisation? Oui, pour l'instant. C'est un peu un élément de réponse. Mais peut-être aussi pour vous partager un peu des retours de clientèle, enfin, que l'on a ici, mais partout ailleurs. Objectivement, la clientèle de moins de 40 ans aujourd'hui n'a plus ce vœu de la maison individuelle et de son jardin, voire même avoir des maisons ou des appartements jardins comme ça, avec des jardins un peu plus grands, c'est presque une gêne. Clairement, le jardin, c'est l'espace extérieur, qui est plus qu'une loggia ou un balcon. C'est pas le lieu de loisir du week-end familial. Voilà. Ça, je pense qu'il faut prévoir des bâtiments avec des terrasses confortables, où on peut faire un barbecue, parce que c'est quasiment le premier truc qu'on dit à chaque fois. En gros, c'est prendre un apéro et faire un petit barbecue. C'est un barbecue et les jeux d'enfants. Donc c'est pas forcément des habitations basses, ça peut être un peu plus haut, avec chacun une belle terrasse pour profiter. Donc juste pour conclure, et je pense que ça sera la fin, je voulais vous dire que malgré la crise que les entreprises du bâtiment peuvent traverser actuellement au travers de la France, nous, on se tient prêt à être vos collaborateurs assidus aux nouveaux enjeux de demain. Voilà, on sera toujours à votre côté. Et je pense que le bâtiment a de beaux jours devant lui avec le logement, parce qu'il y a plein de défis à relever. Et la fédération et les entreprises sont présentes avec vous, messieurs les élus, et messieurs les architectes, mesdames les architectes. Voilà, merci.